Faut-il voir Gladiator 2? Comme toujours, on va en parler un peu, mais sans spoiler l'intrigue. Comme vous le voyez, je suis revenu dans le bureau pour ces formats-là, puisque la dernière fois que je l'ai sorti sur Notre Histoire de France, je vous mets le lien ici, vous avez bien apprécié ce petit côté pas écrit, et puis on discute ensemble, c'est un petit retour à chaud, plus simple, et c'est vrai que ça fonctionne tout aussi bien, donc autant le faire comme ça. Je suis allé voir le film il y a 2 ou 3 jours, et comment dirais-je, c'est à la fois ce à quoi je m'attendais et pas vraiment non plus. Donc voilà, j'ai mes petites notes qui sont juste ici. Déjà voilà, qu'est-ce qu'on en attendait? Faut quand même le dire, ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on nous a annoncé ce Gladiator 2. On a des infos qui sont distillées petit à petit, qui étaient distillées petit à petit avec des bandes annonces, des images, du scénario, des choses, des machins. Est-ce que tu peux rester? Voilà, merci Talia, ce sera plus pratique pour le micro si tu mets pas tes fesses devant. Oui, bah oui, d'accord. Bref, on attendait quand même beaucoup de ce Gladiator 2, enfin beaucoup. Vous étiez très très nombreux à me demander ce que j'en pensais dès qu'il y avait un nouveau truc qui sortait. Moi-même, j'avoue que j'attendais le film. Enfin, c'était un peu l'événement cinématographique historique de l'année. Je suis revenu de vacances exprès pour le regarder. Et donc vraiment, voilà, il y avait des attentes autour de ce Gladiator. Personnellement, j'en attendais la même chose que le premier, c'est-à-dire pas d'historicité du tout, pas un film historique, mais plutôt quelque chose de grand spectacle, très péplum, et un peu sympa, voilà. J'en attendais pas grand-chose d'autre. On va dire que mes attentes ont été... Je sais pas si je peux dire satisfaite parce que pas vraiment, mais on va en parler un petit peu. Voilà, c'est marrant parce que j'ai marqué on en attendait quoi? Premier sous-titre, rien. C'est vrai que globalement, ce que Ridley Scott a fait ces dernières années, c'était au mieux très moyen, au pire pire, horrible. Je pense évidemment à Napoléon ou à Robin des Bois qui était vraiment assez mauvais. Le dernier duel qui était quand même très très moyen et qui avait beaucoup de problèmes. Donc j'avoue que sur ce Gladiator, j'attendais pas grand-chose. J'y allais pour voir ce que ça donnait, mais sans grande conviction. Voilà. Et finalement, pour citer un ami à moi, c'était pas si pire. Voilà, c'était pas si pire. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'horrible. Et en fait, pour la première fois depuis très longtemps devant un film de Ridley Scott, je me suis pas senti en souffrance. Voilà, je sais que ça a l'air étrange dit comme ça, mais je me suis pas senti en souffrance. Le film a des très gros problèmes. Le film vit très clairement dans l'ombre du premier, mais ça, je vais y revenir. Mais j'étais pas en souffrance, voilà. Film à grand spectacle, somme toute assez honnête, comme on dit. En fait, le plus gros problème, je découvre là, mes notes sont vraiment là, hors champ. J'ai réussi à les mettre sur le mur, du coup, ça c'est rigolo. Pour moi, le plus gros problème de ce film, malheureusement, c'est que, en fait, on a un petit côté où le pire côtoie le meilleur en permanence, et c'est très compliqué d'arriver à tirer le vrai du faux. Ridley Scott a tellement imbriqué les choses que c'est très très compliqué. Si moi-même je devais faire une vidéo pour vous expliquer dans le détail sur les costumes, sur les situations, choses comme ça me prendrait 4 heures, tellement vraiment il a tout mélangé, et c'est assez compliqué. D'ordinaire, je dis souvent que les cinématographes, n'importe quoi, les réalisateurs utilisent des petits bouts de trucs historiques et des trucs et beaucoup de choses qui ne le sont pas, mais souvent c'est assez tranché, c'est facile d'expliquer ce qui est quoi. Là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous avez par exemple des bijoux qui sont exceptionnellement bons, d'autres qui sont exceptionnellement mauvais. Et ce, sur une même personne parfois. Vous avez les soldats, les légionnaires romains du début du film qui sont pas mauvais, même s'ils ont des trucs qui vont pas dans leur tenue. Dans l'absolu, ils sont plutôt bons, alors que les gardes prétoriens, c'est la foire à la saucisse, c'est n'importe quoi. Ça, c'est ridicule. Et, euh, et c'est un peu tout comme ça. Vous avez des casques qui sont très bons, d'autres qui sont très mauvais. Vous avez des armures qui sont très bonnes, d'autres qui sont très mauvaises. Vous avez des costumes. Les costumes civils sont... Il y en a qui sont quasiment impeccables avec de la couleur, avec de la matière un peu intéressante, des drapés qui sont magnifiques, qui sont des drapés romains de l'époque. Par contre, sur les personnages principaux, les costumes civils, c'est n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, je pèse mes mots. C'est-à-dire que ça part vraiment dans tous les sens. Mais il y a toujours cette espèce de truc dans ce Gladiator 2 de... on sent bien qu'il y a eu du boulot qui a été fait, mais qui, en fait, est utilisé comme... C'est juste un argument parmi d'autres, c'est juste un élément parmi d'autres pour faire ces costumes. Donc je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement, je trouve ça dommage, parce que même sur les gladiateurs, en fait, il y a beaucoup de silhouettes de gladiateurs qui sont excellentes. C'est-à-dire que les casques sont bons, il y a plusieurs types de casques qui correspondent très bien aux casques des gladiateurs de l'époque impériale. Il y en a qui sont un peu rétro aussi, on va pas se mentir. Ils ont souvent des manicas, c'est-à-dire des manchons qui sont
des manchons d'armure qui protègent la main qui tient l'arme, qui est la main la plus exposée, le bras le plus exposé. C'est souvent soit avec des écailles, soit avec des bandes. Ça, on en voit pas mal. On voit également... en fait, les panoplies de gladiateurs, en soi, elles sont pas mauvaises. Par contre, les gladiateurs ne se battent jamais comme se battent les gladiateurs. À aucun moment, ce que vous voyez à l'écran ne ressemble à des combats de gladiateurs. Donc c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Pour moi, c'est un peu les montagnes russes pas du fun, on va se calmer quand même. C'était un peu les montagnes russes, puisqu'à chaque fois, je voyais un truc bien, il y avait des trucs qui étaient horribles à la fois. Prenons par exemple le personnage de Caracalla, qui est donc l'empereur un peu délirant qu'on voit dedans, et d'ailleurs, ça c'est pareil, bon, je vais y revenir. À la fin, on le voit avec ce qu'on appelle une bulla. Alors, je vous mets un exemple ici. Une bulla, et la bulla, elle est comme ça. C'est une espèce d'énorme bijou comme ça, là. La bulla, normalement, c'est grand comme ça. C'est pas très grand. En fait, c'est un bijou spécifique qu'on laisse aux jeunes garçons et qu'on leur enlève symboliquement lorsqu'ils deviennent adultes. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un personnage qu'on montre complètement infantile, complètement immature, etc., avec une bulla. Mais la bulla est comme ça. Il y a un truc où c'est absurde au possible. Bon, après, c'est vrai que le traitement des personnages dans Gladiator est juste... En fait, il y en a certains qui tiennent bien la route. C'est le cas de Lucilla, par exemple, qui avait déjà dans le premier, qui est la fille de Marc Aurèle. C'est le cas du personnage incarné par Pedro Pascal, que je trouve très chouette. On a ce côté un peu... cette espèce de dignité romaine qu'on retrouve beaucoup dans les sources historiques, qui est assez intéressante, de personnage qui est assez droit, assez juste, qui peut être assez dur et assez violent parfois, mais en étant juste par rapport aux intérêts de Rome. Voilà, c'est ce truc qu'il y avait aussi beaucoup dans le premier Gladiator, c'est le côté les intérêts de Rome, Rome avant tout, etc. Quelque chose qu'on retrouve dans les sources. Le personnage de Pedro Pascal et Lucilla incarnent vraiment très bien ça, et j'ai beaucoup apprécié leur travail là-dessus. Le personnage de Denzel Washington, qui est on va dire l'antagoniste principal. Bon, il en fait des caisses, hein. Très clairement, Denzel Washington en fait des caisses, mais ma foi, il propose quelque chose, c'est pas inintéressant non plus. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que son rôle, c'est le rôle dans lequel excelle Giancarlo Esposito. Si vous voyez pas quel acteur c'est celui-ci, qui a joué dans plein de films, qui est surtout connu, il s'est fait beaucoup découvrir dans la série Breaking Bad. Ce personnage d'antagoniste à la fois très mielleux, mais aussi très retors, très sale. Du coup, je trouve ça dommage. J'ai l'impression que le personnage aurait été bien meilleur avec un Giancarlo Esposito qui sait encore mieux, sait mieux faire ça que Denzel Washington, mais bon, c'est une question de détail. Et puis, et après, le reste du casting, ben, c'est très clichouille, quoi. C'est très, des personnages clichés. On a le personnage du roi de la cité berbère qu'on voit, enfin pas berbère, mais de la cité d'Afrique du Nord qu'on voit au début, qui est un personnage un acteur qu'on voyait déjà dans la série Spartacus, qui a un charisme énorme, mais qui finalement ne va avoir qu'un petit rôle dans ce film, et c'est dommage, parce que il aurait pu tenir quelque chose aussi. Et puis Paul Mescal, malheureusement, il est pas mauvais, mais il a pas les épaules pour tenir un gladiator, quoi. Il a pas le charisme, il dégage pas ce truc que pouvait dégager Russell Crowe, ou voilà, ça... Je trouve que ça fonctionne moyennement et qu'au final, les personnages secondaires sont tous bien plus intéressants que lui. Donc, forcément, voilà, ils ont voulu en faire en plus de ça. En fait, le gros problème du film, de manière générale, j'ai complètement oublié mes notes, hein, je suis plus du tout dedans, c'est que en fait, il vit trop dans l'ombre du premier. Ce que je vous disais dans l'intro, il vit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans l'ombre du premier, et c'est un peu catastrophique parce que, de fait, à chaque fois qu'on a une émotion, elle est provoquée par les souvenirs du premier, parce que régulièrement, le film nous met les musiques du premier, nous met des situations du premier, nous met des citations du premier, nous met des souvenirs du premier, et donc à chaque fois, on a l'émotion du premier qui revient, mais Gladiator 2 ne provoque pas son émotion tout seul, sauf peut-être la bataille du début. J'y reviendrai aussi à ça. Et donc c'est un peu... c'est dommage, parce qu'à trop vouloir faire appel au premier, le film oublie qu'il a besoin d'être un film à lui seul. Et vraiment, il vit complètement dans l'ombre du premier. Les émotions sont surtout provoquées par les souvenirs et les situations du premier.
Donc c'est un problème, mais ça ne fonctionne, pour moi, ça fonctionne pas vraiment. On a vraiment ce mélange global, je vais reprendre ma liste. On a vraiment ce mélange global de, à la fois du péplum à l'ancienne, c'est-à-dire un petit côté kitsch par moment qui est pas désagréable, mais vraiment voilà, le péplum à l'ancienne avec des situations très attendues, très convenues, un petit côté un peu kitsch. Et puis d'un autre côté, on va avoir des approches très contemporaines où en fait, la Rome antique, c'est une civilisation de statut social et de classe sociale. Et en fait, si euh, chaque personne a son rôle, que vous soyez empereur, noble, marchand, esclave, ce que vous voulez, vous avez un rôle social très précis, très défini, qui vous donne un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre d'obligations. Et évidemment, vous pouvez en avoir plus ou moins en fonction d'eux et fonction de votre statut et où est-ce que vous êtes dans l'échelle sociale finalement. Et en fait, on a l'impression que dans Gladiator 2, tout ça est jeté un peu aux orties. Il n'y a aucune compréhension de qui a le droit de faire quoi, de qui a le droit de parler à qui, de qui peut... Voilà, c'est YOLO, c'est-à-dire qu'il y a un côté très contemporain finalement, qui fait que d'une certaine manière, on rentre jamais vraiment dans l'époque, et je trouve ça un petit peu dommage, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi. Donc vraiment cette incompréhension profonde de l'époque et de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, elle est un peu voilà. Et bon, c'est vrai que moi j'ai toujours été très marqué par la série Rome, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, qui savait faire ça à merveille, et du coup c'est vrai que maintenant je suis toujours un peu déçu quand je ne le retrouve pas malheureusement. Euh, Détail, mais je pense que vous vous en doutiez, les requins et les rhinocéros, on peut en parler peut-être. Pas de chevaucheurs de rhinocéros évidemment dans les combats de gladiateurs, ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver, ça n'est pas possible. On avait donc les gladiateurs, je le rappelle, ne combattent que des êtres humains, les gladiateurs ne combattent d'ailleurs que des gladiateurs, on va même pas combattre d'esclaves en théorie. Et encore moins à dos de rhinocéros. S'il y a eu des combats contre des rhinocéros, c'est destiné à une classe spécifique de combattants qu'on appelle des chasseurs, des venatores en latin, et qui sont des combats considérés comme moins cool que les combats de gladiateurs. Donc vous aviez dans l'ordre les exécutions, les combats contre les animaux, et enfin les combats de gladiateurs qui étaient un peu le spectacle phare de la Rome antique. Si vous voulez en savoir plus, on avait fait une longue vidéo avec Rivenzi et Acta, je vous la mets juste par là, quelque part. Et puis voilà. Donc évidemment les rhinocéros. On oublie remplir je sais pas si c'est le Colisée ou le Maximus enfin le cirque Maxime qui est à l'écran, mais bref, remplir tout ça de flotte pour faire des combats navals. Ça a pu se faire, mais honnêtement, les Romains préféraient très largement faire des arènes spécifiques pour ça, c'est-à-dire qu'ils se mettaient près de l'eau, donc que ce soit un fleuve ou un bras de mer, et ils faisaient une espèce d'étang ou de lac artificiel, ils mettaient des gradins provisoires autour, et ils faisaient plutôt ça là-dessus. Parce que, déjà, faire arriver de la flotte dans un espace aussi énorme et le remplir d'eau, c'est déjà un peu compliqué, même si les Romains savent très bien faire ça. Mais pour l'évacuer, l'eau, c'est juste super chiant. Et donc forcément, c'est un peu compliqué et c'est pas forcément voilà, on préfère d'autres solutions généralement, même si ça a pu se faire. Et alors foutre des requins dedans, non, voilà, vous foutez pas une dizaine de requins dans ce genre d'endroit, ça n'a pas de sens. Enfin, vraiment, ça ne se fait pas. Donc en tout cas, on n'a pas de source historique de ça, donc vraiment c'est pas voilà, même si Ridley Scott a dit vous avez faux, on sait qu'il le faisait. Non, vraiment pas. Donc voilà, c'est un peu d'ailleurs le problème avec Ridley Scott. Putain, la transition est incroyable. Je vous jure, il y a marqué le problème Ridley Scott juste après ça. C'est un peu le problème avec Ridley Scott en fait, c'est que en soi, avoir un côté très péplum, un côté très fantasque dans l'approche de cette période et tout ça, ma foi, pourquoi pas? Surtout quand on part dans l'outrance avec des gens qui chevauchent des rhinocéros. Moi, j'attendais à avoir du 300. Mais non, c'est un peu. Ils ont essayé de rendre ça un peu crédible d'avoir un chevaucheur de rhinocéros et je trouve ça dommage. Parce que le côté très comics qu'on avait dans 300 faisait qu'on prenait plus de distance avec ce qu'on voyait. Là, c'est pas le cas. Bref, les chevaucheurs de rhinocéros, les requins, les trucs, les machins, l'attaque, la bataille du début. La bataille du début est très cool. La bataille du début est très cool. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Ce qui est rigolo, c'est que les assiégés ont entièrement ont récupéré une bonne partie des armes et des casques du film Alexandre. Ça se voit, c'est très clair. Alors à l'époque, c'était plus du tout utilisé depuis plusieurs siècles, hein, donc c'est un peu. Moi, j'ai trouvé ça c'est un peu dommage, mais bon, fallait, pourquoi pas.
Les machines de guerre sont plutôt bonnes. On a des scorpions et des onagres. Les scorpions, c'est des trucs qui balancent des grosses flèches, on va dire ça comme ça. Et les onagres, c'est ce qu'on appelle improprement des catapultes. Donc c'est avec des ressorts, avec une cuillère, et ça vous balance des trucs comme ça. De temps en temps, on a des trébuchets. Alors ça, c'est dommage parce que pour le coup, les trébuchets n'existaient pas à l'époque. Mais la bataille du début est plutôt sympa. Franchement, c'est assez beau, visuellement, c'est assez ambitieux. La lumière est belle, il y a la mer et tout. Franchement, c'était cool. C'est du grand spectacle en fait. C'est ce que j'aurais attendu de tout le film, mais bon, voilà. Voilà. Mais voilà, la bataille du début est cool. Et je sais plus, j'ai un peu perdu le fil. Mais bref, le problème de Ridley Scott ces dernières années, c'est qu'il a tendance à envoyer se faire foutre tout le monde en disant de toute façon tout ce que je fais est parfaitement historique, les historiens sont des connards, vous savez pas, vous étiez pas là, de toute façon c'est moi qui ai raison, allez au diable. Et quand je dis des termes comme j'ai dit là, c'est réellement ce qu'il a dit, hein, c'est pas du tout une image. Il a dit, je cite, que les historiens feraient mieux de s'acheter une vie au lieu de critiquer. Je suis là genre... Alors, déjà, oui, c'est pas un docu, c'est vrai, mais je rappelle quelque chose que je vous rappelle de plus en plus, un documentaire, c'est un film. Il obéit aux mêmes lois qu'un film de fiction, c'est-à-dire que vous avez un réalisateur, vous avez des auteurs, vous avez des artistes derrière qui ont envie de raconter une histoire. Alors, ils vont la raconter sous l'angle du documentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils se sentent obligés et qu'ils sont obligés de respecter l'histoire, de respecter la réalité, de respecter la science. Et il y a en fait une majorité de documentaires qui racontent n'importe quoi. On l'a vu la dernière fois sur le dernier Faut-il voir avec notre histoire de France. Vous pouvez raconter ce que vous voulez dans un documentaire. En fait, personne ne va venir vous tirer les oreilles pour vous dire non, et vous faites autrement. S'il n'y a pas une volonté de faire un documentaire réellement avec des sources historiques réellement carrées, etc., votre documentaire sera aussi fantasque qu'un film de fiction. Donc déjà, ça, faut bien se dire ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Mais ensuite, je comprends l'idée de se dire oui, on n'a pas besoin de faire du sérieux et tout. Le problème, c'est que Ridley Scott présente ses films comme étant la réalité. Il présente ses films comme étant une vision de l'histoire, comme ayant eu un travail historique derrière pour montrer quelque chose de crédible. Il présente ses personnages comme étant crédibles. Il met ça dans une époque très précise, avec des dates très précises, avec des événements très précis. En fait, le problème, c'est que Ridley Scott fait tout pour nous faire passer ses films pour des choses qui sont réalistes. Partant de là, en fait, c'est compliqué de ne pas lui en vouloir de faire des choses qui sont un peu délirantes. Et en plus de ça, c'est ce que je vous dis souvent, la culture populaire, de manière générale, elle imprime des choses. On ne regarde pas un film, une série, un jeu vidéo en se disant, en ayant le recul parfait, en ne retenant aucune image, aucune idée, rien de ce qui nous a été proposé à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dangereux. C'est un exemple que je cite souvent, mais si pendant des années on a cru que les Vikings avaient des casques à cornes, c'est parce que c'est l'opéra qui a mis ça en avant. C'est le romantisme du 19e siècle qui a mis cette image-là en avant. Si aujourd'hui on a plutôt tendance à voir les Vikings comme la série Vikings, c'est parce que la série Vikings a imprimé cette image des Vikings dans nos têtes. Et il y a plein de trucs de la série Vikings qui n'étaient pas vraiment au goût du jour avant. Donc en fait, tout ça, ça a un vrai impact sur la manière dont on perçoit l'histoire. Et c'est encore plus vrai quand Ridley Scott derrière nous dit « Tout ce que je fais, c'est historique, allez au diable si vous pensez le contraire. » Voilà, parce que les gens se disent « Ah ouais, bah oui, bah du coup, voilà. » On a peut-être envie de le croire. Donc, pour moi, le film lui-même se regarde très bien, mais le discours de Ridley Scott est extrêmement problématique parce que c'est du mensonge. Il induit les gens en erreur, il vous induit en erreur, il nous induit en erreur, tous et toutes d'ailleurs, parce que il nous incite à croire que ce qu'il fait est vrai, et donc, c'est un problème. Et surtout avec, voilà, ça va faire des millions d'entrées probablement, donc c'est des millions de gens qui vont voir ce genre de choses, il y en a énormément qui vont se dire ah ouais, ça se passait comme ça, et on va débunker pendant des années les requins et les chevaucheurs de rhinocéros, quoi. Voilà, j'ai vu les critiques dans le métro, sur les affiches, avec marqué que c'était un film monumental. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça valait le coup de déranger le mot monumental pour parler de ce film. En fait, le scénario, vous allez voir si vous le voyez ou si vous l'avez vu, les 2 tiers du film, c'est le même scénario que le premier film. Il n'y a pas de changement, vraiment, c'est la même recette. C'est, si vous avez vu le premier, vous avez déjà vu une bonne partie du deuxième. Le fait que ce soit du grand spectacle, ça compense un petit peu, mais bon, le scénario va pas chercher très loin.
L'émotion, comme je disais, elle s'appuie surtout sur le premier, et donc fatalement, ben, le film lui-même a des creux, il a des vides, il semble imparfait. Enfin, moi, je l'ai trouvé imparfait. Et la recette du premier, là encore, je vous mets le lien ici, c'est une des premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne, je crois, la première année sur Gladiator. Gladiator, en fait, le premier, ce qui est fou, c'est que la musique est plutôt chouette, mais assez convenue. Le scénario est très convenu aussi, très simple. Les dialogues sont très basiques. Les acteurs jouent de manière très monolithique, mais pourquoi pas. En fait, tout est simple dans le premier Gladiator. Il n'y a rien de délirant, mais il y a une espèce de magie qui fait que le film fonctionne, que le film a fonctionné, et qui fait qu'il est devenu culte, parce que Gladiator, c'est un film culte. Et bon, à titre personnel, je me dis, est-ce qu'il y avait bien besoin d'en faire un deuxième? Clairement, je ne pense pas. Faut qu'un film culte reste un film culte. Mais pour qu'un film soit culte, en fait, il faut. C'est souvent une espèce de hasard aussi. C'est un produit de son époque, c'est-à-dire que vraiment Gladiator fait la charnière entre les films des années 90 qui commençaient à devenir plus sérieux, les films historiques, et les années 2000 où vraiment là on va plonger dans les trucs très très graves, très dramatiques, très sérieux, à la Game of Thrones un petit peu. Alors évidemment c'est pas historique mais ça a joué. Euh, et donc ce Gladiator vraiment c'est le film charnière de cette période. Il est arrivé à un moment où sa recette pourtant simple a fait un carton parce que voilà il y avait une espèce de magie, c'était le bon moment, le bon endroit, le bon truc. Reproduire parfaitement cette recette de nos jours, bah, en fait, c'est oublier qu'il s'est passé 25 ans entre les deux. C'est un peu comme si vous ressortiez, je sais pas moi, le premier iPod en arrivant en faisant c'est une révolution. Alors qu'en fait, on a tous des smartphones et les iPods, on s'en cogne aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben, le film passe un petit peu à côté de sa propre identité. Et je trouve ça dommage parce que bah, c'est Ridley Scott, il a des moyens, il a une vision artistique, quoi qu'on en dise. Et vous savez que je suis très critique vis-à-vis de Ridley Scott, mais il a quand même encore une vision artistique, même si en vieillissant, il devient de plus en plus irascible, on va dire ça comme ça, et compliqué. Mais voilà, il y a les moyens, il y a la vision artistique, il y a des choses, il y avait des choses à faire pour en faire un grand film. Et pour moi, s'il ne mérite pas ce terme de grand film, c'est parce qu'en fait, ça n'est qu'un sous-produit du premier au lieu d'être un film indépendant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est un peu dur dit comme ça, mais vraiment, ben oui, je sais, Talia. Et elle est d'accord avec moi. C'est un peu dur dit comme ça, mais vraiment pour moi c'est difficile de dire autre chose que ça. Alors, on se pose la question finale que je vous pose à tous les coups. Faut-il voir Gladiator 2? Comme d'habitude, c'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais franchement, sur celui-là, allez-y. Voilà. Historiquement, dites-vous que rien ne va, parce que comme ça, vous n'aurez pas à trier. Voilà. Mais en tant que film à grand spectacle, moi je l'ai vu en IMAX, ça m'a coûté très cher d'ailleurs. Je ne savais pas que l'IMAX était aussi cher. Bref, en tant que film à grand spectacle, c'est sympa à regarder. Voilà, il y a des jolies scènes de bataille, il y a des jolies images. Faut quand même pas oublier que il y a un avantage du film, voilà, on va en trouver quand même. Il y a un bel avantage que je trouve au film, c'est qu'il n'y a pas la colorimétrie dégueulasse qu'on voit dans les films de Ridley Scott ces dernières années. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette espèce de bleu qui écrase tout qu'on voit dans ces films médiévaux, vous n'avez pas cette espèce de sépia qui écrase tout comme on a vu dans Napoléon, vous n'avez pas voilà, ce gris, ces couleurs ternes en permanence qui sont vraiment très très qui sont très chiantes et qui en fait détruisent les costumes, détruisent les paysages, détruisent tout dans les films de Ridley Scott. Là, on l'a pas parce qu'en fait, ben, il a repris la recette du premier. Et la recette du premier, c'est quoi? C'est on va tourner à Malte, et sur l'île de Malte, il y a, enfin les îles de Malte, parce qu'il y en a plusieurs, sur Malte, il y a une lumière qui est très particulière, très très spéciale, et c'est pour ça que c'est en train de devenir un très grand pays du cinéma, Malte. Il y a une lumière qui est très dorée au final, et qui, c'est vrai, fonctionne assez bien pour montrer la Grèce classique ou la Rome antique, parce que c'est un peu l'image qu'on s'en fait aussi. Il y a cette lumière dorée très spéciale, et il n'y a pas besoin d'aller chercher des couleurs un peu plus désaturées pour pouvoir le montrer. Donc en fait, on a des bleus qui sont magnifiques quand on voit la mer, on a ce doré qui baigne un peu tout en permanence, c'est assez joli en fait, et donc je pense que ça a beaucoup contribué au fait que j'étais pas en souffrance devant le film, c'est que visuellement l'image est jolie, et ça c'est assez agréable j'ai trouvé, donc voilà.
et dans la série des détails qui, moi, m'ont bien plu, même si vraiment on est sur du détail, l'arc est un enjeu dans le film. Il y a des personnages avec des arcs, il y a souvent, d'ailleurs ça arrive régulièrement, bon ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe souvent, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des arcs, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'a pas les bruitages classiques des arcs qui ont été utilisés. On a vraiment un côté plus mat, je saurais pas trop comment vous définir ça, mais quand une flèche arrive dans un bonhomme, on sent bien que l'arc qui l'a tiré, c'était pas un petit arc. Alors que d'habitude, c'est vrai que dans les films, on a l'impression que l'arc, c'est une arme furtive, légère, et que quand une flèche arrive, on la sent pas et tout. Alors qu'en fait, la capacité d'arrêt d'une flèche, elle est pas énorme, mais vous prenez quand même un petit tronc d'arbre sur une flèche de guerre, vous prenez quand même un petit tronc d'arbre, quoi. Donc c'est pas hyper agréable. Et là, quand une flèche arrive dans un personnage, on sent vraiment ça, ça tape, quoi. Et on est là en mode genre, oh, il vient de s'en prendre une là, et moi ça m'a réjoui. Ça paraît un peu bizarre comme voilà, mais ça m'a réjoui parce que ça restitue vachement mieux la puissance d'un arc de guerre. Le côté où quand ça tape fort, quoi. Et il y a un autre détail que j'ai trouvé extrêmement cool, mais alors là c'est un micro détail, y a que des gens comme moi pour le voir. À un moment, je crois que c'est Paul Mescal qui se sert d'une arbalète. Voilà, il y a un moment où il se sert d'une arbalète, et il se trouve que le modèle d'arbalète existait parfaitement à l'époque. C'est la première arbalète, celle qu'on appelle l'arbalète du Crozatier, qui en fait est une arbalète qui a été retrouvée en France. Et donc cette arbalète existait parfaitement à cette époque, c'est-à-dire au IIe siècle. Et en fait, c'est la première arbalète qui préfigure les arbalètes médiévales. C'est le même système. Donc c'est assez rigolo d'en retrouver une juste ici, même si bon, on les voit déjà dans d'autres films. Mais j'ai trouvé ça assez amusant. Petit détail aussi, il y a une incompréhension profonde, comme je vous disais tout à l'heure, des interactions sociales et de ce que veut dire telle ou telle chose. Par exemple, on a Geta et Caracalla, qui sont les empereurs qui succèdent à Septime Sévère, de mémoire, et qui sont aussi des antagonistes du film et qui sont présentés comme des gens... c'est le cliché habituel du péplum, des gens qui sont dépravés. Donc, ce sont des enfants qui sont surmaquillés en permanence, qui sont brutaux, qui sont injustes, qui sont débiles, enfin, sont dans la luxure et tout ça, machin. Ça, c'est une vision qui est très péplum à l'ancienne, qui est très romantique, romanesque des trucs. En fait, effectivement, alors, je peux pas vous spoiler ça, c'est un truc historique, mais ce qui s'est passé entre les deux frères, je peux pas vous le spoiler. Caracalla est devenu un grand empereur ensuite. C'était un empereur connu pour sa violence et sa tyrannie, notamment militaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est passionné par la chose militaire, passionné par Alexandre le Grand. À aucun moment c'est un enfant comme on le dépeint dans le film. À aucun moment c'est un gamin capricieux comme on le dépeint dans le film. C'est pas du tout l'idée, quoi. L'idée, c'est quelqu'un qui est assez bourrin, qui est plutôt avec une vision très militaire, très dure, et qui a provoqué la colère de son peuple et des gens qui en ont fait la chronique. On n'est pas du tout dans le personnage qu'on voit dans le film, pas du tout, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas aussi caricatural, donc ça fonctionne pas très bien non plus. Et bah, moi, ça me fait sortir des films quand il y a des trucs qui sont hyper caricaturaux comme ça. C'est là, genre, faites un effort, parce que là, à aucun moment on y croit, quoi. C'est pas, je trouve pas ça très fonctionnel, quoi. Voilà, donc, donc si je pouvais vous le résumer, allez le voir parce que franchement, c'est pas un mauvais moment au cinéma avec un petit seau de popcorn et puis une boisson. Ça se regarde bien, c'est joli, mais ne vous attendez pas à un grand film, ne vous attendez pas à un truc monumental comme l'ont dit les critiques, enfin comme disent les affiches dans le métro plutôt. C'est sympathique tout au plus, ça ne vaut clairement pas le premier, tout simplement parce que ça vit dans l'ombre du premier, ça reproduit les émotions du premier uniquement en se servant du premier. En gros, moi, il y a une scène, et je vous spoil rien, il y a une scène qui est pour moi emblématique de tout le film, qui pourrait résumer à elle seule tout le film. À un moment, on voit la tombe de Maximus, je vous dis pas dans quel contexte, ni avec quel personnage, et c'est vrai que cette tombe, elle est dans la roche, un truc qui pourrait être romain, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a gravé Maximus dessus avec une police d'écriture qui pourrait être une gravure romaine. D'ailleurs, on retrouve souvent de l'écriture en latin, soit sur des papiers, enfin des papyri, si vous voulez, donc
papyrus quoi, papyrus, des papyri, vous l'avez, ou sur des tablettes de cire. On a beaucoup d'utilisation de tablettes de cire qui sont très très bien mises en avant, c'est-à-dire des gens qui prennent des notes à des moments, des gens qui relisent des notes, etc. C'est plutôt cool. Et donc tout ça est écrit en latin avec une police d'écriture parfaite, ça fonctionne bien, etc. On a aussi sur... et voilà, enfin, je vais faire le lien tout de suite. Et au-dessus de la tombe de Maximus, il y a marqué, en anglais, ce que l'on fait dans la vie résonne pour l'éternité. Et je suis là, genre, pourquoi vous avez pris la peine de tout écrire partout en latin, sauf une des phrases les plus connues de Maximus, une des citations du 1 les plus emblématiques, vous l'avez écrite en anglais pour bien appuyer le « Regarde, tu te souviens ? Tu te souviens ou pas ? Est-ce que tu te souviens ? Tu te souviens ?» Et sur la tombe, il y a les 2 épées qu'il utilise en étant gladiateur. On a son épée de général qui est emblématique au début du premier. On a évidemment sa cuirasse avec ses 2 chevaux, Dario et Argento, qui donne une autre scène dans le film. Enfin bref, en fait, il y a vraiment ce truc de l'appel à l'émotion du premier, et à aucun moment Gladiator 2 ne cherche à provoquer sa propre émotion. Et ben je trouve ça dommage, voilà, je trouve ça dommage, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, on passe à côté d'un film qui aurait pu être chouette. Je pense que Ridley Scott passe à côté d'un film qui aurait pu nous montrer que il est encore dans le coup. Parce que c'est vrai que ces dernières années, moi je persiste à croire que Ridley Scott n'est plus dans le coup. Là, et ben pour la première fois, je trouve qu'il n'est pas passé loin. Voilà, de montrer que, regardez, fermez bien vos gueules, je suis encore capable de faire ce genre de truc. Il aurait pu, mais bon, pour ça, il aurait fallu améliorer un poil son casting, à mon sens, et surtout ne pas vouloir vivre dans l'ombre du premier Gladiator. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous disais, je repars sur un truc un peu plus simple pour les faut-il voir, parce que, de toute façon, les faut-il voir, j'en ferai moins sur des choses qui sont comment dirais-je, qui sont pas tendance, parce que c'est idiot, mais quand je fais des faut-il voir sur des séries, ça fait 30, 40 000 vues et tout ça, même si c'est des choses que j'ai envie de vous recommander, même si c'est des séries et des films que je trouve chouettes, quand c'est sur un truc qui vient de sortir, ça fait au minimum 100 000 vues, c'était le cas sur Tirailleurs, Condom Monte Cristo, Notre Histoire de France, j'espère que ça le fera aussi pour là. Donc voilà, à un moment, je ferai plus ça sur la chaîne principale, donc on va refaire des faut-il voir sur des choses tendances, mais un peu plus à la cool, sur ce format-là, où on discute entre vous et moi. Ça vous permet aussi d'avoir plus de détails, puisque je parle plus à chaud. C'est moins écrit. Et puis, je referai des faut-il voir, mais sur des choses peut-être moins vendeuses, mais sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a une FAQ ce qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas encore, je dois la tourner juste après cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce petit format un peu plus podcast, que vous pouvez écouter plus facilement, qui est effectivement plus long, mais qui a d'autres avantages. Et puis moi, ça me permet de travailler plus sur des vidéos plus ambitieuses, puisque l'année prochaine, on va avoir un retour des formats d'expérimentation. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu, et puis laissez un commentaire, et évidemment, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.